Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances, Madame, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, effectivement, il y a cette année une augmentation du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Mais ce n'est pas une surprise. Face au départ du Royaume-Uni et à la dramatique crise sanitaire et économique que nous vivons, nous devons assumer pleinement cette augmentation car elle traduit le choix du maintien de l'ambition européenne. Je suis toujours très surprise que certains de nos collègues s'obstinent à déposer des amendements pour diminuer le montant de l'évaluation du prélèvement sur ces recettes. Il ne s'agit pas d'un plafond de dépenses comme pour l'émission de la deuxième partie, mais d'une information du Parlement sur une somme due au budget de l'Union par la France en application de la décision sur les ressources propres. Proposer de modifier le montant de l'évaluation ne modifia en rien le montant du prélèvement dû par la France en application de ses engagements internationaux. C'est de la pure démagogie, a fortiori quand on demande parallèlement plus d'argent à l'Union européenne pour nos agriculteurs ou nos pêcheurs. Cette prévision sera certainement, comme chaque année, soumise à une révision significative en fonction des dépenses effectivement réalisées et du rendement des recettes des droits de douane et de TVA, puisque la ressource dite RNB, qui constitue la plus grande partie du PSR dont nous discutons aujourd'hui, est une ressource d'équilibre. Mais l'incertitude qui pèse cette année sur l'évaluation du prélèvement sur recettes est encore plus forte que d'habitude. Elle est d'abord économique. Le ralentissement de l'activité conduit à une baisse des recettes issues des droits de douane et de la TVA, ce qui induit mécaniquement une augmentation de la contribution sur le revenu national brut dans un contexte où, parallèlement, les paiements du budget européen augmente pour aider les États, les entreprises et les citoyens européens à faire face à la crise. La crise touchant inégalement les États membres, elle peut également conduire à une modification à la marge des équilibres des contributions basées sur le revenu national brut. La deuxième grande incertitude qui entoure cette prévision du prélèvement sur recettes est de nature plus politique. Le retard pris dans l'adoption du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 nous conduit malheureusement à devoir mettre la charrue avant les bœufs. Premier budget du cadre financier pluriannuel, le budget de l'Union pour 2021 a dû être élaboré avant l'adoption du CFP. La contribution de la France a été évaluée sur la base du projet du budget de la Commission, révisé par la présidence allemande pour tenir compte de l'accord trouvé au Conseil européen de juillet. Elle est susceptible d'évoluer en fonction de l'accord final sur le CFP. Alors que l'accord du Conseil européen de juillet sur le plan de relance et le cadre financier pluriannuel nous avait non seulement procuré un soulagement, mais avait soulevé un vent d'espoir, l'évolution de la négociation suscite quand même des inquiétudes. L'accord de juillet a été arraché au prix de concessions de part et d'autre, mais aussi d'une certaine ambiguïté concernant le régime de conditionnalité visant à protéger le budget de l'Union en cas de défaillance généralisée de l'état de droit dans un État membre. Si elle a permis d'aboutir à un accord au Conseil européen, cette ambiguïté ne fait que repousser une difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Le Conseil est apparu divisé sur la proposition de règlement. Une minorité significative d'États membres s'est opposée au compromis proposé par la présidence allemande. Et certaines menacent de bloquer la décision sur les ressources propres qui doit être adoptée à l'unanimité tant qu'ils ne sont pas satisfaits. Alors il y a urgence. La situation économique et sociale est suffisamment grave pour que ne s'y ajoutent pas des retards dans le démarrage des programmes du budget européen et du plan de relance sur lesquels les États membres ont compté pour élaborer leurs plans nationaux. Pour notre part, nous sommes prêts à ratifier rapidement la décision sur les ressources propres pour permettre à la Commission européenne de lancer les emprunts nécessaires au financement du plan de relance. Cette décision, sous réserve de son adoption finale et de sa ratification par tous les parlements nationaux, comprend plusieurs innovations importantes. C'est la première fois depuis la création de la ressource fondée sur les RNB qu'une nouvelle catégorie de ressources propres est introduite. Beaucoup de collègues en ont parlé.
C'est un premier pas que je salue vers une diversification des ressources propres de l'Union, participant à l'atteinte des objectifs de l'Union en matière de transition écologique. Ces premiers pas, bienvenus et toutefois modestes, il faut en reconnaître les limites. Tout d'abord, il ne s'agit pas réellement d'argent frais, mais d'une contribution nationale calculée selon une clé différente du revenu national brut, qui doit nous inciter à rattraper le retard dans le recyclage des emballages plastiques. Cette nouvelle ressource a donc des limites. Si elle atteint son objectif de modification des comportements, son rendement diminuera. Ce n'est donc pas une ressource d'avenir pour le budget de l'Union. Par contre, la deuxième innovation, et celle-là, elle est véritablement importante, je la qualifierais d'un saut qualitatif, merci beaucoup, chers collègues, et évidemment l'autorisation que la décision sur les ressources propres donnera à la Commission européenne d'emprunter sur les marchés 750 milliards d'euros pour financer le plan de relance, sous forme de prêts aux États à hauteur de 300 milliards d'euros et de dépenses à hauteur de 390 milliards d'euros. Bien sûr, il y a des regrets à l'égard de cette décision sur les ressources propres. Donc, elle est partagée ici. Premièrement, que le Brexit aurait dû conduire à la suppression des rabais. Nous sommes tous d'accord. Nous assistons à la multiplication. 5 pays qui bénéficiaient d'un rabais, en plus du Royaume-Uni, sont parvenus non seulement à les conserver, mais à les augmenter. C'est regrettable, mais d'une certaine manière, c'est aussi le prix à payer pour une négociation. On avait besoin aussi du plan de la relance et de cet accord pendant cette crise. Donc une négociation veut automatiquement dire faire des compromis quelque part, particulièrement quand on est 27 autour de la table. Alors, il faut évidemment être plus ambitieux sur l'introduction de nouvelles ressources propres, sans attendre d'être au pied du mur en 2028. Je soutiens totalement la demande du Parlement européen d'un calendrier précis pour l'introduction de nouvelles ressources propres avant 2028, afin de rembourser les intérêts et le capital de l'emprunt de Next Generation EU, sans avoir à augmenter davantage les contributions nationales, ni diminuer le financement des programmes du budget européen. Pour la durée du CFP 2021-2027, le financement du plan de relance n'a de conséquences que très limitées sur le prélèvement sur recettes, le budget européen ne finançant que le paiement des coupons. Le capital, quant à lui, ne sera remboursé sur la période qu'à hauteur des montants non utilisés, comme prévu pour le paiement des intérêts ou grâce à de nouvelles ressources propres. À partir de 2028, en revanche, le remboursement du principal sera à la charge du budget de l'Union et il faudrait un paquet de nouvelles ressources substantielles pour éviter un nouveau réseau de contributions nationales qu'il serait très difficile d'accepter après celui que nous connaissons aujourd'hui en raison du Brexit. Le sujet est difficile, mais dans l'intérêt de tous les États membres. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les ressources propres qui ont été déjà suffisamment évoquées par mes collègues. Je disais au début de mon intervention que nous devions assumer l'augmentation de la contribution de la France au budget européen, car elle reflète le maintien de l'ambition européenne, mais il nous faut également assurer le développement futur du projet européen. Et ça, c'est un des sujets de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui va certainement très bientôt être lancée. Et c'est là que nous devons tous ensemble poser les bonnes questions. Quelles sont les priorités pour l'Union européenne? Quel doit être son cadre institutionnel? Comment pouvons-nous avancer ensemble à 27 États membres. Parce que de temps en temps, il faut quand même se le dire, 27 États membres parlant 24 langues différentes, ayant une histoire, une culture divergente, différente, commun parfois aussi. Comment arrivons-nous à avancer? Et on l'a montré quand même depuis des dizaines d'années. Nous avançons. C'est compliqué, mais nous avançons. Et monsieur le ministre, vous savez aussi, vous connaissez mon souci d'introduire beaucoup plus de débats sur les questions européennes ici, chez nous, à l'Assemblée nationale, en séance. Et j'espère qu'on y arrivera. J'aimerais qu'on ait des débats avant le Conseil pour que tous les groupes politiques puissent s'exprimer
pour mettre aussi les questions européennes au cœur de notre hémicycle. Je vous remercie.